Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette visioconférence dédiée à votre patrimoine et plus particulièrement sur les phases d'épargne et d'investissement. Épargner et investir, c'est un acte qui n'est pas neutre, sur lequel il y a vraiment des règles à respecter, on va le voir dans quelques instants. Et notamment, je vais balayer avec vous trois constats forts, 8 points d'alerte sur lesquels il faut faire très très attention et puis surtout respecter 11 règles fondamentales avant d'investir, même en cours d'investissement, vous le verrez. Donc c'est encore une phase d'apprentissage et pour bien comprendre ces mécanismes, mais liés ce coup-ci à l'épargne et à l'investissement. Donc je vais vous mettre à disposition le diaporama. Voilà. Donc, on est, c'est vrai, dans un monde qui change. Alors, j'ai oublié de me présenter, pardon, Jean-Claude Géano. Je suis expert patrimonial. J'ai le plaisir d'animer et de diriger donc un groupe. Je gère le groupe Pas de conseil, qui est spécialisé dans une approche particulière au niveau de la gestion de patrimoine, parce que c'est une approche, on va le voir, qui est transversale, globale, plurielle et interprofessionnelle. Ça fait beaucoup de mots forts que je vais expliquer avant d'aborder, justement, c'est le préambule, avant d'aborder la partie plus technique sur l'épargne et l'investissement. Avant toute chose, donc, je vais partager avec vous 3 réflexions de base, plus une explication sur la méthodologie qui est axée sur le conseil. C'est vraiment notre ADN et elle est très très forte chez nous parce que c'est vraiment quelque chose qui nous conduit tous les jours dans un mécanisme de réflexion et d'accompagnement de nos clients et des dossiers patrimoniaux. Première réflexion, vous êtes unique, donc vous ne ressemblez à personne d'autre, vous avez une composition familiale, patrimoniale, des objectifs, tout est différent, parce que ça vous est très personnel, donc forcément, il serait opportun de refuser la pensée unique formatée par le système où tous les réseaux de vente aujourd'hui vous proposent quasiment la même chose. Vous avez tous les mêmes supports, vous avez tout tient sur les doigts de ma main quelque part. C'est de l'épargne de précaution avec du livret A, LDD, etc. Ça, c'est le premier doigt. Vous avez ensuite des plans d'épargne logement. Pour le troisième, donc vous avez, pour le majeur, vous avez de l'assurance vie principalement en euros. Ensuite, vous avez de l'immobilier ancien et l'immobilier neuf. Et on s'aperçoit que vous avez peu ou prou, en fonction de la taille de votre patrimoine et de votre capacité, les mêmes supports. Donc, nous, on s'interdit de rentrer dans cette démarche. On vous apprend, c'est l'objet de ces webinaires, de ces visioconférences et des entretiens qu'on a avec vous, et on vous apprend à sortir de ces sentiers battus, parce que si vous allez tous dans la même direction, vous avez les mêmes supports, il n'y a plus de rendement. J'en veux pour preuve, c'est que tous les jours, vous nous dites, mais je ne comprends pas, j'ai plus de rendement, j'ai trop de risques, j'ai trop de fiscalité, et au final, je ne sais plus quoi faire. Aidez-moi. Et donc, on va vous démontrer encore comment sortir des sentiers battus sur les phases d'épargne et d'investissement. Deuxième réflexion, les conséquences de ce que vous ne faites pas sont les plus graves. Quelle que soit la boîte à outils patrimoniale, hein, là on est sur l'économique aujourd'hui, regardez, si vous faites l'autruche, vous loupez les meilleures opportunités d'investissement. À chaque fois qu'il y a une crise, c'est un terreau d'opportunités assez important parce que regardez ce qui s'est passé en 2007-2008 lorsqu'on a eu la crise des subprimes aux États-Unis et un effet domino dans la sphère financière. Ben, tout le monde prend peur. Et puis on se dit, ouf, quand ça redémarrera, j'irai. Oh oui, sauf que quand vous y allez, vous avez loupé l'essentiel de la hausse, qui la hausse se pratique généralement en quelques jours. Et donc le temps que vous soyez rassuré, vous avez loupé les 3/4 de la hausse. Donc il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de poser à plat, d'échanger avec nous pour voir un petit peu quelles sont les opportunités qu'il y a dans ces périodes-là. Et puis la crise sanitaire de la Covid, là, en 2020, en février-mars 2020, est opportune également. Parce que nous avons eu des marchés qui ont complètement dévissé au niveau des marchés financiers, ce qui n'est pas le cas de l'immobilier, mais au niveau des marchés financiers, oui. Et c'est bien dans les points les plus bas que vous faites les meilleures affaires. Quand dans les conférences en présentiel, je pose la question ou à des étudiants à quel moment vous faites la meilleure opération, est-ce que c'est quand vous achetez au plus bas ou au plus haut? Et de manière unanime, tout le monde comprend bien qu'il faut investir au plus bas. Alors tout le monde le sait, mais peu de gens la pratiquent, très très peu. Et donc on va regarder ensemble comment on doit faire. Troisième point, troisième réflexion, c'est que, alors cette phrase n'est pas de moi, elle est d'Albert Einstein, c'est que l'information n'est pas la connaissance. Nous avons tous accès à l'information aujourd'hui, aux informations grâce à Internet. Il n'y a plus aucune information qui n'est plus accessible, sauf si elle est censure, bien évidemment, mais avez-vous le temps, la compétence, l'expérience, l'appétence pour avoir la structuration nécessaire pour rassembler toutes les informations et les adapter à votre situation.
Déjà, est-ce que vous vous connaissez suffisamment patrimonialement parlant? Est-ce que vous avez tous les repères pour vous donner, vous poser toutes les bonnes questions et après, justement, relier toutes les pièces, tous les outils nécessaires pour travailler sur votre situation patrimoniale. Et c'est pour ça qu'on intervient, parce que on a forcément toutes ces connaissances, on a accès à toutes les pièces patrimoniales, et en même temps, on a toutes les connaissances et la technicité pour les relier. J'y reviendrai dans quelques instants. On a également une méthodologie. Je définirai dans quelques instants ce qu'est la méthodologie. C'est une réflexion assez profonde pour situer vraiment la notion de conseil. Et il y a différentes approches métiers, je vais les définir. Vous avez l'approche vendeur, qui est là pour vous vendre un produit, quels que soient, entre guillemets, vos besoins. Vous avez également une approche besoin, où là, c'est un tout petit peu plus fin, légèrement, on grossit un peu le trait, où à partir d'un besoin exprimé, ou d'un ensemble de besoins, le vendeur va vous vendre un produit, ou plusieurs, plus ou moins adapté à votre besoin, il touchera sa commission, vous aurez l'impression que ça satisfait ce besoin, et tout le monde est content. Sauf que dans la durée, vous l'êtes des fois un peu moins. L'approche globale, c'est un cran de plus, où vous allez avoir une personne qui va effectuer une découverte, encore partielle, parce qu'elle va se limiter à la situation économique, financière et fiscale. C'est comme un entonnoir où on vous dit, voilà, vous êtes qui financièrement, fiscalement, et puis parce qu'il y a un intérêt fiscal, on va vous proposer, pourquoi pas, des produits de défiscalisation. Et là, les solutions sont partielles, économiquement, fiscalement pas intéressantes du tout, sauf à très court terme, parce que vous allez faire un acte de gestion de trésorerie, mais à long terme, on s'aperçoit que vous allez y laisser des plumes, très souvent. L'approche globale transversale, là, on grossit vraiment le trait encore un peu plus, parce que le conseiller a l'ambition, ça ne veut pas dire qu'il va vraiment pouvoir le faire, mais il a l'ambition d'effectuer une découverte complète de votre situation, à la fois économique, financière, juridique et sociale. Sauf qu'il faut avoir les compétences pour tout faire, le temps, et surtout tous les outils pour pouvoir les réaliser et bien les comprendre. Et là, les solutions, trop souvent, sont partielles, car il n'y a pas d'expertise plurielle nécessaire pour pouvoir la réaliser. Vous avez compris, on se situe dans le dernier rectangle, dernière approche. Je vais vous définir dans quelques instants ce qu'est une approche globale, transversale, plurielle et interprofessionnelle. Et vous allez voir que c'est vraiment cette puissance du nous, qui, avec tous les cerveaux qu'on peut mettre à votre disposition, qui va permettre d'effectuer une découverte complète à la virgule près de l'ensemble de vos situations économiques, financières, juridiques et sociales et fiscales. Et on vous apportera des solutions extrêmement construites. Et c'est vraiment la seule démarche qui, aujourd'hui, est réductrice d'incertitude. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on envisage tous les problèmes, on envisage toutes les solutions, et pour ce faire, on va croiser nos différents regards et nos différents cerveaux, parce que vous le verrez, à l'intérieur du groupe, on a différentes compétences qui permettent d'avoir cette expertise pluridisciplinaire. Donc, c'est une profession déjà indépendante qui est multirégulée, parce que on doit satisfaire un ou plusieurs des statuts qui sont sur la diapositive. C'est le conseiller en investissement financier, le courtier en assurance, l'intermédiaire en opération de banque lorsqu'on fait du crédit. On doit, pourquoi pas, avoir le statut d'agent immobilier lorsqu'on réalise des transactions ou lorsque l'on vous propose, je dirais, des supports d'investissement immobilier. Et puis, un peu plus rare, la compétence juridique appropriée. La compétence juridique appropriée, il faut avoir un certain niveau de diplôme et d'expérience pour pouvoir justement dispenser de manière accessoire du conseil juridique. Et donc, l'intermédiation portera sur les 4 premières étapes, et la compétence juridique, ce n'est pas d'intermédiation parce que c'est du juridique, bien évidemment. Pour ce faire, deuxième point sur la méthodologie, attention quand même à la définition de gestion de patrimoine. Cette activité n'est pas en effet, comment dirais-je, pas tout à fait, sémantiquement parlant, adaptée à la situation. Pourquoi? Qui gère le patrimoine immobilier? C'est l'administrateur de biens pour les investisseurs, c'est le gérant de portefeuille pour tout ce qui est actif financier, pour tout ce qui est conseil dans la transaction immobilière, c'est l'agent immobilier, dans la copropriété, c'est des règles communes, donc c'est le syndic, et pour tout ce qui est protection des biens, maisons, voitures, etc., bateaux et des personnes, c'est plutôt l'assureur. Et pour les œuvres d'art, c'est le conseiller artistique pour ce type d'investissement. Une fois qu'on a défini ça, on va passer à l'étape 3. On va essayer de définir ensemble ce qu'est le métier, le vrai métier du conseiller, de l'expert patrimonial. C'est du conseil en organisation et en stratégie patrimoniale. Je dirais même que c'est de l'organisation et de la réorganisation permanente de votre patrimoine, parce qu'il faut le suivre au fil des âges et au fil des étapes de votre patrimoine. Et c'est bien évidemment un conseil par anticipation de la planification de tous vos projets de vie patrimoniaux.
C'est un métier de consultation parce qu'on va suivre une logique qui d'abord est sur une phase de découverte, d'analyse, de diagnostic et de mise en place de stratégie et de suivi. Alors, si je dis ça, vous avez des vendeurs qui vont vous dire, bah oui, mais moi je fais autant, hein, je découvre mon client, j'analyse, je diagnostique et puis je propose un produit. Oui, sauf que la démarche, elle est très ciblée produit, elle n'est pas orientée, comme on va le définir, sur du global, du transversal, du pluriel et de l'interprofessionnel. L'approche globale transversale, la méthodologie, n'oubliez pas, je vais le définir, c'est un ensemble de boîtes à outils que je vais expliquer dans quelques instants, où chaque outil a son importance parce qu'il va permettre une résolution très efficace de chaque problématique parce qu'il sera à 360 degrés. La vision sera la plus large possible. C'est une association de savoir-faire et une capitalisation d'expérience que nous avons développée par une équipe pluridisciplinaire. On va le voir. La méthodologie utilisée va reprendre un ensemble de processus qu'on a créés en interne qui va permettre de simplifier la résolution de toutes les problématiques patrimoniales, quelles qu'elles soient. C'est un ensemble de boîtes à outils, on va les définir. C'est une démarche systématique chez nous qui permet de faciliter la comparaison des solutions entre elles. Vous verrez, il n'y a jamais une seule solution, ce n'est pas possible. Et on va les comparer entre elles pour que vous puissiez décider. Et puis, c'est une procédure en interne qu'on va appliquer pas à pas, avec une validation par vos soins de toutes les étapes. Donc, vous vous rendez compte déjà que cette méthodologie, elle est très collaborative avec vous. Donc, c'est une méthode d'approche globale. Pourquoi? Parce qu'on va travailler à la fois sur la famille, première sphère, et sur la deuxième sphère, l'entreprise. Parce que, au niveau de ces deux sphères, il va y avoir un patrimoine global commun qu'il va falloir travailler ensemble. N'oubliez pas que l'entreprise est détenue par une personne de l'entreprise ou plusieurs, s'il y a plusieurs associés, notamment au travers des droits sociaux détenus. Donc, le cabinet FIPAD, maintenant que je vous ai présenté un petit peu comment nous travaillons, n'oublions pas que FIPAD, et je vous le présente rapidement, c'est un acronyme au niveau de FIPAD, c'est l'axe principal de nos activités au niveau du groupe, c'est le patrimoine, bien évidemment. Et on a capacité à travailler la finance sous toutes ses formes, l'immobilier sous toutes ses formes également, l'assurance des personnes pour protéger toutes ces personnes qui détiennent le patrimoine, que ce soit les membres de la famille, le dirigeant, donc chef d'entreprise, etc. Et puis, peut-être le point le plus important, vous le verrez, c'est le droit patrimonial. Le droit patrimonial, c'est la convergence de 6 droits. C'est le droit civil, le droit fiscal, le droit des assurances, le droit de l'immobilier, droit bancaire et droit des sociétés. Et si ces droits cohabitent, ça veut dire qu'ils ont une importance dans toute l'exploitation de vos données et des solutions mises en place, parce que sans ces droits-là, on ne peut pas optimiser la richesse patrimoniale. Nous sommes basés sur 3 sites, Besançon, Dijon et Reims, et donc je vais vous définir maintenant cette fameuse expertise au travers des cycles de vie également qui sont les vôtres. Alors déjà, on va partir d'un postulat de base, on va écarter complètement la pensée unique formatée par ces grands réseaux de distribution où le client, vous êtes trop souvent prisonnier d'une réflexion packagée produit, où on vous propose le produit, point, trop centré sur la personne et non pas sur les intérêts du groupe familial. Alors que c'est le groupe familial qui détient différents droits sur les actifs que vous détenez. Vous ne les détenez rarement tout seul. Expertise globale, donc, parce qu'on va travailler sur la famille et l'entreprise. Transversale, mais parce qu'on va utiliser ces 4 boîtes à outils. Rappelez-vous, dans la méthodologie, je vous ai dit que c'était un ensemble de boîtes à outils. Là, vous les avez sous les yeux. Vous êtes au centre des préoccupations. Votre patrimoine, c'est la famille, c'est de l'humain, c'est de l'émotionnel, c'est de l'empathie. Et dans la famille, j'ai le dirigeant, bien évidemment. Et on a 2 piliers, les deux extrémités, le vert un peu plus foncé. Les 2 piliers de l'expertise patrimoniale, ce n'est pas l'économique, ce n'est pas le fiscal, c'est la protection. Quand un patrimoine n'est pas protégé juridiquement au niveau des régimes matrimoniaux, des avantages matrimoniaux qu'on peut mettre en place, au niveau des règles juridiques, au niveau de la création de sociétés patrimoniales, au niveau de la rédaction des statuts, et tant qu'on n'a pas créé une protection sociale pour compenser et faire face aux aléas de la vie future, ça ne sert à rien d'aller chercher à développer son patrimoine économiquement, voire fiscalement, parce que sinon la protection, s'il y a un manque de protection, ça va être confiscatoire du stock patrimonial que vous aurez voulu constituer. Donc on commence toujours par les 2 piliers, protection juridique et protection sociale. Mais concomitamment, on va bien sûr travailler le développement et l'enrichissement économique et financier. Et puis, si on peut assortir le tout d'une bonne gestion de la contrainte ou des contraintes fiscales, on le fera. On n'ira pas chercher, par contre, la défiscalisation à tout prix,
parce qu'on s'aperçoit que la défiscalisation vous fait faire à tous les mêmes choses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, si vous allez tous dans le même sens, vous allez fausser les marchés. Tout le monde va investir au même moment dans les mêmes actifs, donc vous allez avoir un risque de perte en valeur sur le capital. C'est une expertise transversale globale, on vient de le voir, mais qui est évolutive également. Vous avez 4 cycles de vie, jusqu'à 4 cycles de vie, qui peuvent évoluer concomitamment. Vous avez la famille, avec tous les membres de la famille, donc plusieurs cycles de vie intrafamiliales. Vous avez également un cycle de vie senior, et il y a plusieurs seniors dans une famille, un cycle de vie dédié aux dirigeants, et puis un cycle de vie s'il y a des personnes vulnérables, on verra, mineurs, majeurs, voire personnes âgées. Donc on s'aperçoit que dans une famille, il peut y avoir 2, 3, 4, 5, 6, peut-être plus, cycles de vie complètement différents sur lesquels il faut prêter une attention toute particulière parce qu'il peut y avoir des frottements lorsque vous prenez telle ou telle décision patrimoniale dans le temps. C'est une expertise plurielle parce qu'on met à votre service donc différents cerveaux. On a 5 experts patrimoniaux qui, sur les sites de Besançon, Dijon et Reims, vous accompagnent en permanence avec cette fameuse approche transversale, cette méthodologie que j'ai définie il y a quelques instants. Pour nous accompagner, on a également un service entreprise pour accompagner votre patrimoine professionnel, où là, on va avoir à votre disposition un notaire diplômé juriste expert qui est spécialisé dans le droit des sociétés et des affaires et dans la retraite des chefs d'entreprise, et puis un expert comptable qui, lui, est très spécialisé, bien évidemment, dans le conseil auprès des entreprises et qui, lui aussi, est rompu à l'approche patrimoniale. Un service dédié aux seniors et personnes vulnérables. On a de plus en plus de seniors dans les familles, de plus en plus de dirigeants seniors qui, aujourd'hui, l'âge aidant avec les effets du vieillissement, prennent des risques et font prendre des risques à leur entreprise et aux salariés, et surtout à la valeur de l'entreprise. N'oubliez pas qu'un dirigeant d'entreprise, la valeur de son patrimoine, et souvent la famille qui détient ce patrimoine professionnel, c'est entre 60 et 80% de la valeur du patrimoine. Si demain il y a un accident, un aléa de la vie, que vaut le patrimoine de ces personnes? Donc on a ici un notaire diplômé également, une notaire, juriste expert, du droit de la famille également et du droit de l'immobilier, qui accompagne les seniors pour anticiper, là encore, et planifier, en toute connaissance de cause et des aléas futurs. Alors, on peut anticiper. Et ce n'est pas parce qu'on va anticiper des aléas qu'ils vont arriver, mais au moins tout est prévu, tout est écrit, parce que c'est des juristes, ne l'oubliez pas. Donc c'est l'art et la manière d'écrire pour protéger par anticipation. C'est également de l'ingénierie patrimoniale au travers de nos 3 assistants ingénieurs qui sont rompus à l'exercice et qui aident nos experts dans leur quotidien et pour le suivi de vos dossiers. Donc, vous voyez, c'est une équipe qui est interprofessionnelle en interne, elle est plurielle. Ils sont formatés à cette approche transversale, à cette méthodologie. Et en externe, c'est aussi de l'interprofessionnalité. Pourquoi? On a créé une marque qui s'appelle l'Interpro, sur laquelle, avec vos conseillers habituels, notaires, avocats, experts comptables, voire d'autres professionnels, on va travailler avec nos également conseillers patrimoniaux, notaires, experts comptables, avocats, mandataires que l'on retrouve dans l'Interpro. Et ce sont des professionnels également du conseil, régionaux, voire nationaux, et avec tout un écosystème complémentaire pour vous accompagner et nous accompagner. C'est les consultants indépendants spécialisés notamment sur la retraite, des établissements bancaires, des sociétés de gestion financière, des sociétés d'assurance, des courtiers, des brokers et des sélectionneurs de biens, monteurs d'opérations immobilières, très importants, et des experts et agents immobiliers. Donc, vous voyez qu'on a un écosystème très varié et qu'on a cette capacité vraiment, parce que ça fait maintenant quelques années, hein, ça fait 27 ans qu'on existe, donc on travaille avec cette approche pluridisciplinaire et interprofessionnelle. Et si on va plus loin, pour faire une vraie approche conseil, qui va être réductrice d'incertitude, on va passer par 3 étapes très importantes. La première, c'est le conseil. Lorsqu'on va auditer, après réception de toutes vos pièces, votre situation, on va ensuite dresser vos objectifs à court, moyen et long terme et regarder ensemble les points d'alerte qui vont affecter votre patrimoine. Et il y en a souvent une belle panoplie. Et à phase de chaque point d'alerte, on doit pouvoir mettre en phase des pistes d'amélioration. Donc, on va faire des constats, établir une aide de mission, ce qui va contractualiser notre relation. Et dans l'étude patrimoniale, on vous soumettra toutes les pistes d'amélioration et les stratégies qui vont permettre de satisfaire justement vos objectifs et tous vos projets. Une fois qu'on a mis tout ça par écrit, c'est des petits pavés de 50 à 200 pages selon les cas de figure, on va être intermédiaire
pour vous accompagner dans toutes vos phases d'épargne, placement financier, placement immobilier, la gestion de vos emprunts, donc c'est important parce que c'est la gestion de tous vos passifs, et bien évidemment la protection sociale que j'ai évoquée tout à l'heure. Donc là, on va sélectionner les meilleurs intermédiaires. Une fois qu'on a mis toutes ces stratégies en place, par le conseil et l'intermédiation, bien évidemment, comme un médecin, on va vous suivre. D'ailleurs, si vous avez certains mots MAUX, médicaux tels que l'hypertension, le diabète ou d'autres, vous n'imagineriez pas un seul instant ne pas être suivi médicalement. Ben, c'est un peu pareil chez nous, parce que le patrimoine, c'est important. Ça vient affecter la famille, les relations familiales. Donc, on va faire un suivi de la famille, du dirigeant, un suivi individuel sur chaque personne. On va suivre bien évidemment l'évolution jurisprudentielle et législative, la conjoncture macroéconomique, j'y reviendrai tout à l'heure, les effets du vieillissement qui viennent impacter chaque membre de la famille, donc il faut prendre certaines décisions à certains moments. Et puis on va bien évidemment suivre l'ensemble de vos actifs investis et l'ensemble de vos dettes et de vos emprunts. Donc démarche complète, très réductrice d'incertitude parce qu'on n'oublie rien, tout simplement. Vous l'avez compris, là encore, l'idée, c'est de vous aider, de vous accompagner à comprendre avant de prendre toute décision qui, malheureusement, assez souvent, peuvent être préjudiciables au niveau du patrimoine. Surtout, on va vous éviter d'aller dans le même sens que tout le monde. Pas d'effet moutonnier pour pas de prendre de risques sur la valeur. On va bien évidemment éviter de faire l'autruche. On va retirer la tête de sous terre et vous éclairer un petit peu de tout ce qui vous entoure patrimonialement, de tous ces repères, pour faire en sorte que vous ayez avec nous, c'est de manière collaborative toujours, cette capacité de décider pour votre patrimoine. Donc, bien évidemment, on vous accompagne pour prendre de nouvelles orientations. Il est clair que depuis 2-3 ans, on change de cycle économique, j'y reviendrai tout à l'heure. On change également avec la crise sanitaire qui est un accélérateur de changement, notamment vers le tout numérique, vers la digitalisation. Il ne faut pas oublier l'humain, mais entre le changement de cycle économique et l'accélération liée à la crise sanitaire, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut à tout prix, surtout sur les 2 années qui viennent, aujourd'hui et 2022, prendre de nouvelles orientations patrimoniales. Vous en rendrez compte lorsque vous nous rencontrerez lors d'entretiens personnels individuels. 3 constats. 3 constats forts. Vous, épargnants, investisseurs, vous recherchez quoi? Bien, vous recherchez, c'est ce qui ressort toujours dans vos objectifs, la sécurité sur l'épargne immobilière, la finance. Vous cherchez à défiscaliser, donc utiliser le droit fiscal dérogatoire, et puis à préparer votre retraite. C'est des objectifs qui reviennent très souvent. Et ce qui revient malheureusement pas assez souvent, c'est la notion de rendement et de rentabilité. Et puis là, je vais vous apporter un éclairage un peu contrariant. Imaginez que vous allez investir dans un investissement locatif. Et puis on s'aperçoit que du rendement brut, lorsqu'on retire toutes les charges d'exploitation, toutes les charges de gestion, qu'on retire la fiscalité directe et indirecte, et qu'on retire l'inflation, qui est toujours présente, eh bien que cet actif vous génère, et je suis gentil en mettant 1,2, c'est un rendement net de tout. Franchement, 1,2, c'est plutôt pas mal. Et imaginez qu'en face, vous ayez un prêt de 1,60. Vous allez me dire, 1,60, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais peu importe, c'est l'exemple. Sincèrement, vous avez l'impression de vous enrichir quand le coût du prêt est supérieur au rendement triple net de l'actif immobilier que j'évoquais. Non, considérez qu'à partir du moment où vous avez des prêts qui sont supérieurs en charge par rapport à la recette, vous êtes en zone d'appauvrissement. Alors, si on regarde à l'heure actuelle, on a certes des prêts plus près de 1%, mais on a surtout des rendements d'actifs qui sont plus près de 0, voire 0,50. Donc 0,50, 0,80 rendement et un prêt à 1, vous êtes toujours en appauvrissement. Donc posez-vous les bonnes questions parce que 90%, plus de 90% des dossiers qu'on voit passer sur nos bureaux sont dans ce schéma-là d'appauvrissement, donc attention. Alors maintenant, il va falloir toujours, dans ce premier constat, apprendre à investir. Et donc, c'est comprendre et déceler, quelle que soit la catégorie de l'actif, monétaire, obligataire, financier, immobilier, apprendre à déceler les risques et où se trouve la rentabilité. On y reviendra tout à l'heure dans les 11 règles fondamentales. Malgré tout, la structure patrimoniale et économique, c'est 4 catégories d'actifs, monétaire, obligataire, actions, immobilier. À l'intérieur de chacune, il y a des dizaines, voire des centaines de possibilités d'investissement. Et partiellement ou totalement, je peux les loger dans des enveloppes juridiques. C'est quoi une enveloppe juridique? Une enveloppe,
dite juridique, elle porte bien son nom, c'est un ensemble de règles qui a été fixé par le législateur pour qu'à un moment donné, ces règles soient respectées lors de la phase d'acquisition, souscription, la phase de gestion, la phase de transmission. Parce que ces règles-là sont figées dans des textes. Et donc, elles sont toutes différentes. Ce qui veut dire que si j'ai une trentaine d'enveloppes juridiques, il faut maîtriser également l'ensemble de la législation propre à ces enveloppes avant d'investir. Trop souvent, on vous propose, par exemple, l'assurance vie comme un produit. Ce n'est pas un produit, c'est un réceptacle juridique d'actifs financiers ou immobiliers, ce qui n'est pas la même chose. Et puis, ça vous servira à constituer un capital, appelé plus souvent le stock chez nous, et des revenus qui constituent des flux. Alors, soit j'ai des flux pour constituer mon stock, soit j'ai des flux qui sortent de mon stock, notamment quand je suis en phase de retraite, voire pour financer la dépendance. Deuxième point, le patrimoine économique, on peut le répartir schématiquement en 3 enveloppes. La première, c'est l'enveloppe liquide, qui est une enveloppe de précaution. Là, on va retrouver toute épargne réglementée, mais qui n'est absolument pas rentable. C'est du 0,50 en moyenne, livret A LDD, des livrets d'épargne logement, etc. Et là, vous devriez normalement ne pas détenir plus de 3 à 5 mois de revenus, et on retrouve très souvent 50 000, 100 000, 150 000, 200 000 euros, ce qui est bien trop conséquent. Et donc, à un moment donné, il va peut-être falloir aller placer ce surplus vers l'épargne semi-liquide ici, la seconde enveloppe qui, elle, sera 2, 3, 4 fois plus rentable, voire plus, selon les investissements réalisés, les allocations d'actifs réalisées. Une fois qu'on a fait ceci, parce que le patrimoine se constitue toujours dans ce sens-là, on va pourquoi pas investir dans des enveloppes bloquées. C'est souvent de l'immobilier, nu, meublé, des membres de propriété ou tout autre. Et là, c'est de l'investissement. Et là, souvent, on fait appel à ce qu'on qualifie souvent d'effet de levier. Sauf que je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il y a réellement toujours un effet de levier? L'effet de levier, c'est quand mon enrichissement net de ce que j'ai évoqué, charge d'exploitation, net de fiscalité, net d'inflation, est supérieur au coût du crédit. D'accord? Là, il y a un effet de levier. Sinon, c'est de l'appauvrissement. Les bonnes questions que vous devez vous poser quand vous êtes investisseur, c'est est-ce que vous avez une idée très claire de votre profil d'investisseur? En réalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est mon horizon de temps, de placement? Si votre horizon, c'est de dire je place à 2 ans, faites jamais de placement. C'est que de l'épargne. Si votre horizon de temps est de 5, 8, 10, 15, 20, 30 ans, là, c'est différent. Et en fonction des échéances, on va gérer un patrimoine différemment. Deuxième point, quel niveau de performance vous souhaitez obtenir? Alors, généralement, on me dit le plus haut possible, mais avec le moins de risque possible. Là, déjà, il faut bien considérer que plus il y a de performance, plus il y a de risque. Le risque, la performance, c'est la rémunération du risque. Donc, c'est la prime pour payer mon risque. Il est clair qu'à 0,5 aujourd'hui, quand vous avez une garantie totale, avec l'inflation au moins, vous avez 0, voire c'est du négatif, mais vous payez votre garantie. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement une garantie? Si demain on est en crise systémique, je ne suis pas sûr que l'argent vaille encore quoi que ce soit. Mais on n'en est pas là, loin s'en faut. Donc, il faut vraiment calibrer ces 3 notions-là pour définir votre placement. Donc, on vous aide et on vous accompagne pour définir ces 3 points-là et surtout la notion de risque. Quel est le patrimoine, deuxième constat des Français? Le patrimoine, trop souvent, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'épargne liquide. Et c'est là où on a des centaines, des milliers de milliards on verra tout à l'heure, d'épargne qui est absolument pas rentable. C'est une enquête là, de l'AMF en novembre 2020, donc c'est récent, qui fait état de vos motivations d'épargne et les éléments du patrimoine que vous possédez dans votre foyer. On s'aperçoit que c'est des livrets, c'est le placement d'assurance vie en euros, qui rapporte quasiment plus rien, c'est des biens immobiliers, résidence principale, etc., et investissements locatifs qui sont d'un rapport très faible aujourd'hui au regard des risques que ça génère, j'y reviendrai plus tard. Donc, les 5 doigts de ma main que j'évoquais tout à l'heure, on s'aperçoit que vous avez des rendements faibles, la première ligne verte, lorsque j'enlève les charges d'exploitation, la fiscalité et l'inflation. Alors, j'ai mis du 1,30 parce qu'on va revenir à peu près dans ces taux-là prochainement. On était à 0,50 l'année dernière. Malgré tout, il faut, sur la durée de placement, considérer une inflation moyenne. Donc, les risques, bien évidemment, ne sont pas bien rémunérés. Avec la croissance qui arrive et la surchauffe de l'économie qui arrive, bon nombre d'économistes annoncent pour demain, quand je dis demain, c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, de l'inflation qui va être entre 1,5 et 4%. Donc attention quand même à la période qui vient. Et par contre, si j'ai une période de croissance, c'est là qu'il va falloir saisir les opportunités pour aller chercher
les rendements que va nous permettre de capter cette croissance économique. Au niveau d'épargne liquide, en 2018, l'ensemble des Français avaient épargné en moyenne 15,6% de leurs revenus disponibles, ce qui est très élevé, c'est un des taux les plus forts au monde. En 2019, on était à peu près sur 15%, on reverra. Et puis, cette épargne liquide en 2018, à 86%, elle était détenue sur des livrets d'épargne, ça c'est les chiffres de 2015, à 44% sur de l'assurance vie d'épargne retraite, donc garantie, et puis 32% sur l'épargne logement. Donc, on s'aperçoit que vous cherchez vraiment cette garantie, mais qui n'est pas rémunératrice. Donc, si vous voulez vraiment de la rémunération, il faut peut-être sortir un peu de cette notion d'épargne réglementée et assurantielle pour aller chercher autre chose. Là, fin 2019-2020, vous déteniez 3 300 milliards d'épargne liquide, ce qui est énorme. C'est 1,5 fois la richesse française. C'est 10 fois les recettes du budget de la France avant la crise sanitaire. C'est 8 fois les dépenses de la France en 2020 avant la crise sanitaire. Et vous les détenez, ces 3 300 milliards, dans des livrets à LDD, dans de l'assurance vie en euros, 1 430 milliards quand même, ce qui n'est pas neutre, et puis les selles, pelles, etc. Et donc, on revient sur ce petit schéma où on a bien l'ensemble de ces 3 300 milliards qui sont répartis là-dedans et absolument pas rémunérés. Alors, ce n'est pas bon signe quelque part, enfin, c'est à la fois un bon signe et c'est un mauvais signe et un bon signe. C'est un mauvais signe parce que c'est un petit peu un constat d'échec pour nos gouvernants depuis 30 ans, parce que vous avez de vrais gains de pouvoir d'achat qui ne sont pas consommés. C'est une épargne, par contre, qui est non investie, donc non rentable, pour vous aussi. C'est un manque de confiance dans l'avenir, parce qu'on a des doutes, donc on garde 100 000 euros disponibles, ce qui est beaucoup trop, et on a des doutes par rapport à la solidité du système, notamment au niveau de la dette et du financement des retraites. Et c'est une défiance envers la promesse politique, et notamment potentiellement face à une hausse future des impôts. Alors vous le savez, nos ministres et puis le ministre de l'économie, Bruno Le Maire et notre président Macron, a bien stipulé qu'il n'y aurait pas de hausse, et ce qui serait contre-productif s'il y avait une hausse future des impôts. Donc on a un taux d'épargne qui s'envole dans un pays qui est assez âgé maintenant, qui est vieux, qui est riche, mais c'est le signe d'un pays qui vieillit. La seule vraie bonne nouvelle, c'est qu'un tel niveau d'épargne, ça veut dire que vous n'avez pas de problème de pouvoir d'achat. Au niveau d'épargne financière, en 2019, avant la crise de la Covid, tout allait bien. On avait des très bonnes performances financières sur les fonds, quelle que soit la zone géographique, puis on avait des belles projections de croissance, et d'un seul coup, patatrac, on a eu cette crise sanitaire qui nous a amené aujourd'hui à la situation qu'on connaît, on y reviendra. Le monde change, je dois comprendre le contexte actuel et ce qui se passe. Où en sommes-nous aujourd'hui dans les cycles économiques? Un cycle économique dure entre, alors avant c'était des cycles longs, 60 ans, c'est un peu plus court aujourd'hui jusqu'à 30 ans, mais à chaque fois, on a des périodes de surchauffe, d'expansion, on a des périodes de récession et de reprise. Et c'est systématique en fonction des nouveaux cycles économiques qui apparaissent. Aujourd'hui, 2020, on est à la fin du cycle des nouvelles technologies de l'information et de la communication et des biotech, et on rentre dans tout ce qui est digitalisation, numérisation, donc nouveau cycle porteur, mais qui va peut-être durer encore moins de 30 ans. D'accord ? Chaque cycle fait l'objet de 4 sous-cycles importants dans nos prises de décision sur des investissements, à la fois immobiliers, mais surtout financiers. On est dans des phases au début du cycle de reprise. C'est un peu ce que l'on vit aujourd'hui là. On est en début de cycle, on est dans la reprise depuis quelques années déjà. Alors c'est plus ancien aux États-Unis, c'est plus récent en Europe. Et après, on a des phases d'expansion, des phases de surchauffe, des phases de récession, de reprise, etc. Et c'est récurrent. On retrouve les mêmes cycles et sous-cycles, mais avec des durées plus courtes, je l'ai dit. Quand on est en phase d'expansion, on a de l'inflation, de surchauffe, la désinflation, il y a une baisse de l'inflation. Il y a une phase de déflation, ce qui est excessivement dangereux si on est en récession, et on est en pleine reflation en ce moment, on est en pleine phase de reprise économique, donc de reprise de l'inflation, je vous l'ai dit. Et là, ces deux traits verticaux, enfin pas verticaux, pardon, ces deux flèches en bleu foncé, c'est la hausse des taux de crédit ici après la Seconde Guerre mondiale jusqu'en les années 80, et ici c'est la baisse des taux jusqu'à aujourd'hui. Donc baisse des taux qui forcément va être maintenue pour accompagner cette reprise économique avec les plans de relance, avec l'injection de liquidités. Vous savez que les meilleures ressources aujourd'hui, c'est les plans de relance budgétaires, c'est la politique monétaire. Donc la politique monétaire, c'est le maintien de la baisse des taux, et les politiques budgétaires, c'est d'accompagner avec des plans de relance sur les infrastructures et pas que, pour que les acteurs économiques aient des ressources pour dépenser et investir.
c'est ce qui va se passer. Donc ça, on voit la courbe des taux, hein. La flèche de tout à l'heure, c'est simplement la représentation de cette courbe ici à la hausse, et à la baisse, l'inverse ici, jusqu'à 2018-2020, avec les différentes périodes ici que j'ai réexprimées, de reflation, d'inflation, etc. Pour vous expliquer comment on peut, dans un premier temps, c'est le premier filtre, opérer des allocations d'actifs, j'ai repris sur ce schéma en bas les différentes phases de reprise, d'expansion, surchauffe, récession d'un cycle, en mettant pourquoi pas quelques dates en bas. Et on s'aperçoit qu'en fonction des saisons, de reprise, d'expansion, etc., bien, on a des courbes qui sont relativement intéressantes. Là, les actions, lorsqu'on est en phase de reprise, ce qui est le cas aujourd'hui, on va chercher de la richesse dans la période de reprise. Alors en plus, quand cette reprise, écoutez bien, est assortie d'une chute importante, comme on l'a vécu l'année dernière, il y a des opportunités magistrales. Donc on a eu des grosses opportunités l'année dernière, il fallait les saisir. On a encore des opportunités à saisir aujourd'hui, mais il faut être un peu plus stock picking, c'est-à-dire qu'il faut vraiment un œil très vigilant pour savoir sur quel type d'action il va falloir investir, parce qu'on est vraiment dans cette phase aujourd'hui. Et pourquoi pas sur certaines obligations également, sur des taux, pourquoi pas les matières premières qui vont repartir avec la croissance. Donc voilà, on a des zones où on sait que dans le premier filtre, on peut investir sur tel et tel classe d'actifs. Après, il faut être du picking, aller voir nos gérants pour savoir justement comment investir et sur quoi investir. Et là, j'ai mis une courbe, c'est l'immobilier. Alors, quand on me dit que l'immobilier monte tout le temps, regardez, c'est un peu faux, hein. Ça, c'est la crise ici de 80, de 91. Ici, on a une montée. Là, on a perdu 14% dans les années 98-2000. Et l'immobilier, depuis 90-2000, remonte tout le temps. On a perdu 14% à peu près dans les années 2009. Et c'est reparti de plus belle. Voilà un petit peu ce qui s'est passé sur le dernier cycle. Donc, 3 constats forts qui nous permettent déjà de nous orienter. Et puis, là, je vais vous sensibiliser sur des points d'alerte. Les cycles économiques, je ne reviens pas dessus, je viens de vous le dire. Deuxième point d'alerte, attention aux rentiers. Notre président n'aime pas du tout la rente, parce que la rente n'est pas investie, l'épargne n'est pas investie dans l'économie. Et il estime aujourd'hui que l'immobilier constitue, les revenus immobiliers constituent une rente. Donc, vous, propriétaire bailleur, on vous dit, vous ne prenez pas de risque, mais vous êtes des rentiers. Donc, il a dit tout simplement, j'exonérerai tous ceux qui financent l'économie réelle, et donc vous êtes nuisible a priori à l'investissement, donc haro sur l'investissement immobilier. À tort peut-être ou pas, je vous laisse tirer vos conclusions. Attention parce que ce type d'annonce, attention parce que ça va induire derrière une politique fiscale qui va induire également des modifications et des changements dans vos allocations d'actifs. Donc, est-ce que c'est la fin des rentiers? Est-ce que vous êtes obstacle au progrès de la collectivité? Je ne porte pas de jugement, je dis simplement qu'aujourd'hui, on a créé et on est en train de créer l'euthanasie des épargnants avec notamment une inflation qui va remonter et une fiscalité confiscatoire. Troisième point d'alerte, je viens de le dire, la fiscalité. Depuis 2013, la nouvelle donne fiscale en matière d'impôt sur le revenu, c'est une taxation de l'ensemble des revenus du patrimoine et des plus-values immobilières. La plus-value est un revenu final, mais c'est un revenu. Et l'ensemble va être taxé au barème progressif. 30% tranche moyenne, je rajoute 17,2 lorsque je suis dans cette configuration, dans cette option, ça fait quand même 47,2. Pour pallier à ça, donc vous avez aujourd'hui le PFU qui est apparu, et sur l'ensemble des revenus, on peut appliquer aujourd'hui une flat tax ou PFU à 30%, dans laquelle je vais avoir 12,8 de fiscalité directe et 17,2 de prélèvements sociaux. Ça peut être relativement intéressant. N'oubliez pas, quand vous prenez cette option, elle est applicable à l'ensemble de vos revenus. Donc, il faut analyser ça, chaque tranche, chaque catégorie de revenus pour voir si on a intérêt à le faire ou pas. Quatrième point d'alerte, dans le contexte actuel, sur chacune de ces classes d'actifs, monétaires, obligataires, financiers, immobiliers, où se trouvent les risques. Et oui, il y a des risques, même sur ceux où vous pensez que c'est garanti. Donc, les risques, en réalité, il faut toujours être dans l'anticipation avant d'agir, je vous l'ai déjà dit. Donc, l'anticipation, c'est savoir décrypter les risques patrimoniaux qui gravitent autour de votre patrimoine et autour de chaque pan du patrimoine. Au niveau du droit, si vous ne maîtrisez pas les 6 droits que j'ai évoqués tout à l'heure, le droit civil, donc souvent le droit de la famille, tout ce qui est droit fiscal, le droit des sociétés, le droit bancaire, le droit d'immobilier, le droit des assurances, attention parce que vous allez avoir des frottements négatifs sur votre patrimoine, et là il y a des vraies décisions à prendre dans vos orientations patrimoniales et dans le suivi. Si vous ne maîtrisez pas tous les changements, tous les
rouages de l'économie, si vous ne comprenez pas ce qui se passe au niveau de la géopolitique, au niveau de l'inflation, au niveau de la politique des taux, etc., vous faites prendre des risques à votre patrimoine. Alors certes, on peut faire l'autruche, comme on l'a dit, mais si on fait l'autruche, on ne voit rien passer. Et à un moment donné, on va se dire, ah, 15 ans après, je n'ai que ça, ou 30 ans après, c'est un petit peu dommageable, si j'avais su. Même chose au niveau de tout ce qui est marché immobilier financier. Les marchés immobiliers bougent, les marchés financiers aussi. Pourquoi? C'est les mêmes acteurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une offre et une demande, et c'est la notion de base d'un marché, forcément les marchés bougent au gré de l'offre et de la demande. Si j'ai une demande très très forte, je vais avoir des marchés qui vont monter, que ce soit sur l'immobilier ou la finance, et inversement. Et comme c'est vous les acteurs, si on vous conditionne, si le système vous conditionne, vous faites tous la même chose, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans l'effet moutonnier, et si vous faites tous la même chose, vous allez faire monter la valeur de vos actifs, vous allez être satisfait, sauf que vous ne vous êtes pas enrichi. Lorsqu'on est sur une valeur qui monte, tant que vous n'avez pas acté, réalisé une cession, une vente, vous ne vous êtes pas enrichi. Donc, pas vendu, pas perdu, certes, mais pas vendu, pas gagné. J'ai une valeur, c'est un chiffre sur un papier, ou c'est un chiffre sur Internet, c'est un chiffre sur mon écran, mais je n'ai rien gagné. Donc, attention. Ensuite, il faut comprendre également l'environnement patrimonial. Sur quel support je vais investir? Si vous vous trompez de support par rapport à votre environnement global, vous risquez de perdre 60, 70, 80% du rendement de cet actif parce qu'il ne vous correspond pas. Donc, il faut faire les bons choix, sachant qu'il y en a quand même des milliers. La valeur, est-ce qu'à un moment donné, je n'investis pas trop haut sur un actif? Si j'investis trop haut sur la valeur, j'ai un risque de perte future. En tant que c'est sur le papier, ben, je vous l'ai dit, je vois la valeur augmenter. Mais si à un moment donné, pardon, je ne réalise pas mon actif et que la valeur baisse, ben, je ne me suis pas enrichi, mais je risque de m'appauvrir. Et à un moment donné, si vous avez besoin de ces capitaux et que vous devez vendre au moment où c'est au plus bas, ben, vous aurez bien perdu par rapport à la valeur qui était plus haute, peut-être quelques semaines ou mois ou années avant. Est-ce que j'ai une lisibilité sur l'ensemble de mes revenus? Ben non. Et pourtant, il existe certaines configurations où je peux lisser ma lisibilité. Je peux ne pas dépendre du paiement d'un locataire. Je peux avoir, voilà, il y a X supports qui permettent, X techniques qui permettent d'assurer une certaine lisibilité de mes revenus. Et puis au niveau crédit, comment je dois emprunter, quelle technique de taux, etc. Est-ce que je connais bien l'environnement bancaire avec toutes ces subtilités? Pas sûr. Sachez qu'il y a une douzaine de techniques de taux. On y reviendra tout à l'heure, où j'ai déjà expliqué dans différents ateliers. Même chose, il y a une évolution, une mouvance des textes de loi au niveau de la jurisprudence qu'il faut se tenir au courant et informer parce que ça impacte là aussi votre patrimoine. Et puis, bien évidemment, fiscalement, eh bien, ça bouge beaucoup, ça va encore bouger et il va falloir suivre cette évolution qui est très confiscatoire. Voilà un petit peu ce que je voulais vous signaler sur les risques. Ce n'est pas neutre. Si vous ne les connaissez pas, ne les maîtrisez pas, nous, on les connaît. Donc, on vous informe systématiquement lors de rendez-vous patrimoniaux que l'on fait dans le suivi. Déjà, au départ, lorsqu'on va rentrer en relation avec vous et pour réactualiser votre patrimoine et réinvestir différemment, et dans le suivi qu'on va faire avec vous. Alors, le vrai risque, en réalité, pour un investisseur aujourd'hui, ben vous l'avez peut-être compris, c'est finalement de ne pas prendre de risque. Parce qu'aujourd'hui, l'épargne n'est pas rémunératrice. Là où vous pensez qu'il n'y avait pas de risque, il y a des risques. Et aujourd'hui, un actif sans risque, ça n'existe plus. Cinquième point d'alerte, dans le contexte actuel, où trouver justement de la rentabilité? Eh bien, pour redéfinir un petit peu ce qu'est la rentabilité, que ce soit hier, aujourd'hui ou demain, sachez que vous devez mettre votre argent au travail pour vous, et non pas l'inverse. Et pour cela, il va falloir acheter des actifs, quels qu'ils soient, avec un potentiel de rentabilité. On va y venir tout de suite. La rentabilité, c'est quoi? À gauche, c'est la perspective de prise de valeur d'un actif. Donc, vous imaginez bien que si vous investissez au plus haut, la perspective de gain en valeur n'est pas conséquente. On l'a dit tout à l'heure. Crise des subprimes, crise sanitaire Covid-19, l'année dernière, j'ai eu une chute des valeurs. Il fallait se positionner. L'immobilier n'a pas baissé. L'immobilier est sur un point haut, on y reviendra. Donc, il faut savoir faire des arbitrages et investir au moment où je peux capter une valeur future. Deuxième point, c'est la valeur plus le rendement. Le rendement, à ne pas confondre avec la rentabilité, vous l'avez compris, le rendement, c'est le revenu, le fruit que va me distribuer le capital placé. Donc, vous avez compris que la rentabilité, c'est la performance des deux réunis. Prise de valeur dans le temps
plus le rendement servi, les fruits, que je vais pouvoir consommer ou pas. Dans toutes les classes d'actifs, plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Maintenant, on peut aujourd'hui, avec l'ingénierie financière, sécuriser, ce n'est pas de la garantie, hein, sécuriser, mais malgré tout, avoir un rendement assez intéressant. On y reviendra lorsqu'on se verra sur des entretiens. Si on regarde ce schéma, vous avez 5 classes d'actifs A, B, C, D, E, et en vert, vous avez le rendement, et en rouge, les risques. Si je vous demande le podium de ceux qui sont les plus rentables et quel est le meilleur couple rendement-risque, bien sûr, c'est ces trois-là. Parce que j'ai un rendement moyen et un risque, ou avec tout au moins ici une rentabilité qui paye mes risques, que sur A et B, ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup de risques, mais peu de rendement et de rentabilité pour payer mes risques. Tout le monde me répond ça. Et pourtant, ce que vous faites au quotidien, c'est A et B. On aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez lors d'entretiens ou de réunions, soit en distanciel, soit en présentiel. Donc, on va aller chercher, bien évidemment, ces actifs-là qui vont permettre de dégager entre 4 et 6, 8% de rendement, de rentabilité, pour pouvoir rémunérer les risques. Et ça existe. Et en plus, on va faire tourner les patrimoines. Notion importante également, c'est faire tourner les patrimoines. Lorsque vous souhaitez gagner en rentabilité, il va falloir vous habituer à travailler sur de la capitalisation et non pas la distribution. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans le système habituel, on vous dit, vos conseils habituels vous disent souvent dans les réseaux de vente, fais ceci, fais cela, fais de l'immobilier, tu verras, tu vas constituer, cher investisseur, ton capital pour ta retraite, pour avoir les meilleurs revenus. Je suis désolé, mais à un moment donné, les meilleurs revenus, quand vous êtes taxé dans une tranche ici, et plus les prélèvements sociaux ou la flat tax, vous avez un effet confiscatoire. Moi, tous les propriétaires bailleurs que je connais, et je suis conseiller de certaines associations et plusieurs propriétaires bailleurs, je peux vous garantir que tout le monde se plaint. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se poser la question. Première question, avant la retraite ici, avez-vous besoin de revenus complémentaires? Logiquement, non. Est-ce que vous avez des revenus, des ressources de par votre travail suffisantes pour rémunérer vos charges du quotidien, les charges du ménage, et le surplus entre les charges et vos ressources, c'est ce qu'on appelle l'épargne. Donc, je n'ai pas besoin de revenus supplémentaires. Et pourtant, on vous fait investir. On vous dit, investis dans l'immobilier, tu auras des revenus futurs. On oublie de vous dire que vous allez avoir des revenus immédiats également, en bénéfice, qui, étant en bénéfice, vous l'avez compris, rentrent dans votre tranche d'imposition. Et on l'a vu depuis 2013, tous les revenus rentrent dans votre fiscalité directe. Donc, pourquoi distribuer? Eh bien, à l'inverse, parce qu'on est encore contrariant, on va vous apprendre à capitaliser. Parce que la capitalisation est vertueuse. Ça veut dire que la capitalisation, est-ce que j'en ai la définition ici? Oui. La capitalisation, c'est quoi? C'est un système de placement, financier ou non, mais comme l'immobilier, c'est du financier, parce que c'est des flux financiers dont les revenus, les intérêts, les dividendes, les plus-values de cession, etc., ne sont pas versés périodiquement. Dans l'immobilier locatif, c'est périodique. Et en plus, vous allez le subir. Parce qu'il y a des fois où vous n'avez pas besoin de revenus. Vous les touchez. Donc, on augmente la fiscalité. Et donc, on va considérer que dans la capitalisation, ces revenus, ces flux ne sont pas versés, mais transformés en capital pour produire à leur tour des revenus jusqu'à l'échéance du remboursement final. Voilà notamment une capitalisation avec intérêt composé. Vous placez 10 000 sur 20 ans à 2%. Vous avez obtenu, ce qui n'est pas énorme, 14 859 € au bout de 20 ans, à 4%, 22 000 €, à 6%, 32 000, à 8%, 46 000. Et si je reviens ici sur ma notion de capitalisation, vos objectifs, c'est quoi? Là, ce n'est pas de gagner de l'argent, c'est d'augmenter la valeur de mon capital pour avoir le maximum de capital ici, et éventuellement de le céder entre-temps à chaque fois, mais de capitaliser malgré tout pour le transformer, pour qu'au jour de la retraite, cette capitalisation dans le temps me génère le capital le plus important pour me distribuer le plus de revenus possible pour ma retraite. Et là encore, ça peut être vertueux. Pourquoi? Lorsque je suis en phase de capitalisation, vous n'avez pas d'impôt tant que ça n'est pas vendu. Donc, l'impôt non réglé va contribuer à augmenter la valeur parce que c'est cette masse d'impôt qui n'a pas été distribuée, payée par vous-même, elle va forcément être rentable par les taux d'intérêt qui composent la capitalisation. Et donc, j'ai un cercle vertueux, je ne paye pas d'impôt, cet impôt est rentable. Et troisième point, j'augmente la valeur finale de mon capital. Et ici, le cercle vertueux peut continuer. Imaginez que pendant la retraite, vous n'ayez pas besoin de tout distribuer, à contrario d'un revenu immobilier qui tombe tout le temps. Eh bien, vous pouvez distribuer que quand vous avez besoin,
bénéficier d'abattements s'il y a des prélèvements forfaitaires libératoires notamment, et puis avoir une toute petite partie taxable, voire pas du tout si vous ne distribuez pas. Donc, on peut vraiment faire du sur-mesure dans la capitalisation et la distribution. Cette notion est très importante pour la notion d'enrichissement patrimonial. Et donc, les enjeux et perspectives à l'heure actuelle, que ce soit pour votre épargne financière, voire l'immobilier d'investissement, eh bien, au regard des risques économiques, les risques marchés, les risques fiscaux, les risques retraite, la répression financière de l'État, il faudrait que vous ayez un rendement net pour chaque actif qui va se situer entre 4 et 8%. Impossible, allez-vous me dire? Eh bien non. On arrive aujourd'hui sur des actifs avec une rotation sectorielle à avoir notamment ce type de rendement. Si vous souhaitez consulter par rapport à ça, n'hésitez pas. On fera des entretiens avec vous et on vous expliquera comment nous réalisons ce type d'opération. 6e point d'alerte, dans le contexte actuel, les taux sont bas. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'euthanasie de l'épargnant. Pour être très clair, avec des taux aussi bas aujourd'hui, la rémunération de votre épargne est extrêmement faible, à 0,50, alors qu'on a une inflation. L'année dernière, l'inflation était à 0,50, donc pourquoi pas? Mais avec la croissance qui arrive aujourd'hui, vous verrez que l'inflation va augmenter, je me répète. Le biais comportemental. Au niveau du biais comportemental, attention parce que ça peut être assez nuisible, c'est l'effet moutonnier que j'évoquais tout à l'heure. Tout le monde va faire la même chose parce qu'on vous dit de le faire. Et puis ça vous rassure, tout le monde le fait, donc si tout le monde le fait, c'est qu'il y a forcément de bonnes raisons. Je fais la même chose. Étonnamment, tous nos clients ne sont pas dans l'effet moutonnier, loin s'en faut, sinon on ne servirait à rien. Cet effet moutonnier, c'est vous faire investir, et puis vous avez ce biais comportemental personnel, individuel, qui, par cet effet de masse, vous fait investir à quel moment? Ben là où il faudrait désinvestir. C'est-à-dire quand c'est au plus haut, je sors et je rentre, comme on l'a dit en période de crise des subprimes ou la crise sanitaire de la Covid, je rentre ici. Et là, vous allez avoir votre valeur monter. Parce que c'est à partir de ce moment-là, quand vous êtes optimiste et qu'il y a une excitation et que vous allez sur le marché, qu'il faut sortir. Donc, vous êtes à contre-courant très souvent de ce qu'il faut faire. C'est comme ça. C'est vraiment du comportemental. 8e point d'alerte, sur les marchés immobiliers. Alors là, les marchés immobiliers, c'est assez particulier parce que depuis, dans les années 98-2008 et 10 années de forte hausse, vous avez une hausse discontinue des prix, des prix de 151% environ, alors que le revenu disponible pour le primo-accédant pour se loger n'a augmenté que de 43%, c'est-à-dire 3 fois moins. Donc ça veut dire que lorsqu'il achetait un type 3 à l'époque, en 2008, voire aujourd'hui, parce que les prix ont guère évolué sur ces deux périodes, vous achetez forcément un type 1 bis. Pour l'investisseur qui avait des rendements extrêmement intéressants à l'époque, ses revenus, l'augmentation des loyers, n'était que de 33% par les indices, donc 4 fois moins que la hausse des prix, donc forcément beaucoup moins rentable. Et on le voit ici. On voit ici cette hausse de 151% ici. On a eu certes quelques baisses, mais c'est reparti. Et puis en plus, avec la Covid, depuis 2020, on a une grande hausse l'année dernière. On s'aperçoit que cette année encore, grâce au taux bas et à la demande forte sur l'immobilier, j'y reviendrai, on a aujourd'hui des prix qui restent très hauts. Donc on est vraiment sur un tunnel, sur un ascendant haussier, sur un plateau. Et je vous ai dit tout à l'heure, attention, lorsque vous investissez au plus haut, il y a plus des risques de perte demain que de hausse. Et quand vous investissez dans l'immobilier, vous n'investissez pas pour 2 ou 3 ans, rappelez-vous, vous investissez généralement pour 15 ou 20 ans. Pour corroborer ce que je viens de vous dire, donc la valeur ici, on l'a, c'est la hausse pendant 10 ans, une baisse et une hausse, et puis la hausse grâce à la Covid, ça c'est la valeur. Et puis sur ce schéma, on s'aperçoit qu'on a une confrontation entre le taux de valorisation des loyers, donc qui est en moyenne ici de 0,5 sur cette période, et 0,8 d'inflation. Donc là, on ne perd pas grand-chose en pouvoir d'achat, on gagne en valeur, on gagne en valeur. Je ne m'enrichis pas, parce que je n'ai pas réalisé mon actif. Alors qu'avant, pendant toute cette période, j'avais une hausse de la valeur et j'avais un différentiel entre l'inflation et la revalorisation des loyers qui était positif. Donc, j'étais un investisseur heureux. Je pleure un petit peu et je fais la grimace depuis quelques années, depuis 7 ans, à peu près 8 ans même. Donc, quid de demain? J'ai quelques conclusions quand même, où c'est quelques alertes sur le rendement de demain. Aujourd'hui, c'était ça. Demain, quelle que soit la classe d'actifs, il faut que vous soyez encore beaucoup plus vigilant sur l'analyse et la gestion des risques que j'ai évoqués tout à l'heure, sur le fait de trouver des actifs à la fois rentables, mais liquides. Il faut qu'à tout moment, vous puissiez sortir de ces actifs.
le niveau de liquidité d'un actif devient très important pour dégager la rentabilité. Donc là encore, vous avez compris qu'on va vous aider à comprendre avant d'agir, qu'on va éviter les effets moutonniers. Je me répète, mais j'insiste volontairement. On vous évite tous les effets d'autruche et en même temps, on vous apprend à prendre de nouvelles orientations. Dernier point, les 11 règles fondamentales. Alors, ces règles-là, nous les appliquons systématiquement dans notre quotidien lorsqu'on va suivre ou lorsqu'on vous rencontre pour la première fois ou lorsqu'on fait le suivi de vos patrimoines. La structure patrimoniale économique, je ne reviens pas dessus, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est 4 grandes classes d'actifs, 30 enveloppes juridiques, on répartit sur 3 grandes enveloppes et on va gérer le tout. Les 11 règles, elles doivent, c'est une méthode et c'est des règles qu'il faut respecter parce que ça permet vraiment de manager ses patrimoines à la fois privés et professionnels. Ça passe par des phases d'information, ce que vous faites là, d'analyse, c'est ce qu'on fait au quotidien, on vous aide à comprendre, on vous aide à comparer, on collabore avec vous, on a tous les éléments, toutes les pièces du puzzle pour comparer tous les avantages, les contraintes et tous les supports entre eux, pour vous permettre de décider et d'arbitrer lorsqu'il y a besoin d'arbitrer. Première règle, base du raisonnement des investisseurs institutionnels, ce sont les zinzins, c'est les banques, les assurances, eux, ce sont des cartésiens, ils sont scientifiques quelque part sur l'économie, ils vont chercher la rentabilité, c'est-à-dire qu'ils vont investir au plus bas pour prendre de la valeur et dégager du rendement. À l'inverse de vous, investisseur, l'investisseur privé, qui va rechercher un avantage fiscal parce que c'est un petit peu ce qu'on lui envoie comme message fort. Le système vous envoie des bruits forts. Cher investisseur, prépare ta retraite, puis en même temps, pourquoi pas, paye moins d'impôts. Et c'est l'effet moutonnier. Vous imaginez bien que notre travail, c'est de faire en sorte que vous ne soyez plus ici, et on va vous apprendre à travailler votre patrimoine différemment pour raisonner de la même manière qu'un institutionnel. N'oubliez pas que les pertes se réalisent lorsque vous achetez trop cher. Je reprends cet exemple, règle 2, savoir analyser la courbe de valeur des actifs. Ici, on a des investisseurs avisés qui ont investi au plus bas. Ensuite, on a des investisseurs institutionnels qui ont pris la relève, donc de plus en plus vont investir des dizaines de milliards dessus. Et puis, à un moment donné, le grand public est informé par les médias. Mais malgré tout, il y a une auto-alimentation ici par les investisseurs institutionnels qui ont mis des dizaines de milliards d'euros et donc qui ont fait grimper la valeur. Et vous n'êtes pas encore présent sur le marché. Et là, le grand public, vous allez être, entre guillemets, informé, mais vous allez être informé à ce moment-là. Et là, on vous vend de l'illusion, parce qu'il ne reste plus que ça de hausse à faire, pour peu qu'elle se fasse. Et à un moment donné, l'investisseur institutionnel, bancaire ou assurance, il a pris toute la perte, vous l'avez aidé sur cette période, parce que vous avez augmenté la demande, et lui, il s'est enrichi sans bouger. Et quelque part, là, à ce moment-là, l'investisseur, lui, il connaît la règle. Il sait qu'il faut sortir parce que ça va baisser. Et il sort en masse de l'investissement. Et vous, vous venez d'investir, vous ne sortez pas. Vous restez sur cette pente glissante et c'est là où vous êtes en capitalisation, vous avez peur, etc. Donc forcément, vous êtes déçu et quand c'est au point bas, vous dites on n'y reprendra plus. Alors que celui qui est sorti ici, l'investisseur institutionnel, quand c'est au plus bas, lui, il revient. Donc, cette analyse des étapes d'une bulle est essentielle pour comprendre les moments où il faut investir. Règle 3. Il va falloir définir votre profil de risque. Et là, j'ai une question, mais je vais répondre parce que je ne peux pas entendre vos réponses. Là, vous avez un cycle de vie d'investissement de 20 ans. Et vous avez 3 actifs, le 1, le 2 et le 3. Lequel est le plus risqué? Alors, vous êtes peu nombreux à me dire que c'est le 3. Et pourtant, c'est le 3, parce que ce que vous n'aimez pas, et c'est ce que vous me dites en réponse souvent, c'est cette amplitude entre un point haut et un point bas. N'oubliez pas que vous êtes au début du cycle. Il reste encore, pour peu que ça arrive à 4 ans, il reste encore 16 ans. Donc, ne croyez pas que quand c'est au plus bas, là, vous allez encore avoir capacité de reprendre toute cette hausse et de réinvestir des capitaux. Garder des liquidités et on les réinvestit. Et là, on vous aide pour apprécier cette courbe, apprécier l'actif, apprécier là où vous en êtes dans votre cycle et apprécier votre patrimoine. Et puis, entre nous, soit dit, c'est une courbe qui vous fait peur? Un simple trait vous fait peur? Parce que ça n'est qu'un trait. Un trait, c'est quoi? C'est simplement le cumul mis au bout le bout de tous les points de valeur d'un actif, les valeurs quotidiennes ou hebdomadaires, peu importe, ou mensuelles, mis au bout le bout. Alors que tant que vous n'avez pas perdu, tant que vous n'avez pas vendu, excusez-moi, vous n'avez pas perdu. Mais la même chose, tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez rien gagné.
Donc, vous voyez qu'il faut être assez sage et prudent et pas être angoissé. J'ai de réelles opportunités d'investissement régulièrement. Il faut que j'arrive à les capter et je dois apprendre à les capter. C'est là où on vous accompagne aussi. La règle numéro 4, eh bien, on l'a dit, le système vous envoie très souvent des bruits forts parce que certains acteurs de masse ont intérêt à vous dire fais comme ci, fais comme ça, parce qu'ils collectent et puis ils s'enrichissent un petit peu sur votre dos. Mais les bruits forts ne sont pas forcément euh, intéressants pour vous, pour votre patrimoine et pour dégager du rendement. Donc, si vous ne voulez pas avoir un destin de feuille morte, hein, ce que dit Jean Guiton, apprenez vraiment, et vraiment on vous accompagne, nous, pour sortir de ces sentiers battus où tout le monde va, et on ira chercher la rentabilité ailleurs. La règle 5, elle est importante. S'informer, analyser, comprendre, comparer, décider pour arbitrer, c'est connaître tous les supports. On l'a dit, c'est connaître tous les risques. Et je rajoute, c'est connaître tous les modes de détention. Que vous soyez sur un mode de détention, j'achète en direct mes actifs. En indirect, via des SCI, à l'IR, à l'IS. Est-ce que je les mets dans l'assurance vie? Est-ce que je démembre mes clauses bénéficiaires d'assurance vie? Est-ce que je démembre mes actifs détenus dans la SCI? Est-ce que je démembre les parts de ma société, ce qui est autre chose? Est-ce que je vais mettre mes supports dans des PE PERCO? Est-ce que je vais les mettre dans la loi Madelin? Est-ce que je vais mettre dans les PER, le nouveau PER qui vient de sortir? Est-ce que je mets dans mes PEA? Est-ce que je mets dans mes PERP si j'ai conservé mes PERP? Est-ce que j'investis directement en nue propriété, donc en démembrement? Est-ce que je vais acheter des SCPI en direct ou démembrés, des OPCI, etc. Des fonds structurés qui peuvent être une vraie classe d'actifs en ce moment, mais attention, c'est assez piégeant aussi. Eh bien, une fois qu'on a vraiment capté l'intérêt et toutes les informations et que je sais les gérer et que je sais comment capter la rentabilité, oui, l'idée, c'est d'aller chercher de la rentabilité, de la hausse de valeur, plus le rendement qui peut m'être servi. On va vous apprendre à travailler comme les institutionnels que j'évoquais tout à l'heure. La règle 6, c'est vous apprendre également à devenir un investisseur entrepreneur. Un entrepreneur, certes, il va prendre un peu de risque, il va avoir du rendement, mais il va faire tourner son stock. Vous, en l'espèce, vous allez faire tourner votre stock patrimonial. Et là, on va vous apprendre une grande règle, c'est que même si vous avez de l'immobilier, il faut le faire tourner, transformez-le. Quand vous avez de l'enrichissement, une valeur qui a monté, vous n'allez pas vous enrichir tant que ça n'est pas vendu. Donc, faites tourner votre stock. Et plus vous le ferez tourner régulièrement dans la durée, plus vous allez avoir de la rentabilité globale. C'est une évidence. Et aujourd'hui, l'ingénierie immobilière et financière permet de le faire sur d'autres actifs pour investir autrement dans l'immobilier. Donc, plutôt que d'acheter à contre-courant et de vendre à contre-courant, là encore, la rotation que l'on doit faire ici doit se faire dans ces moments propices et opportuns pour vendre et acheter. Règle 7. L'idée, c'est d'apprendre à préserver le rendement de votre patrimoine. Vous avez un rendement brut. On l'a dit tout à l'heure, de ce rendement brut, il va falloir déduire l'ensemble des charges d'exploitation ou des charges de gestion, les impôts directs ou indirects, et en même temps, il va falloir calculer ce rendement net de tout ceci et de l'inflation. Prenons un exemple très simple. Alors, il y a une petite coquille que je n'ai pas rectifiée. Vous prenez un capital de 100 000 euros. Vous avez une tranche moyenne de 30% et tranche d'imposition plus CSG, ça fait 47,2, 17,2 de prélèvements sociaux. Inflation annuelle 2%. Rendement net de charge annuel, je suis gentil. Je vais prendre un actif qui va générer du 4% après les charges d'exploitation, avant fiscalité, avant inflation. Que se passe-t-il? Et on va considérer une inflation de 2%, c'est à peu près ce qui s'est passé sur les 25 dernières années. J'investis 100 000, j'ai un rendement brut au départ, enfin net de charge, mais brut de fiscalité et d'inflation de 4%. Donc, j'empoche 4 000 euros. Mais je vais décaisser de ces 4 000 euros un impôt direct, indirect, avec les prélèvements sociaux, de 2 180. Il va me rester pas grand-chose. Et donc, à un moment donné, il va me rester, 2 180 après paiement des charges et impôts de 1 820. Et à un moment donné, je vais avoir une inflation également, qui va se retrancher de mon capital. Et donc, lorsque j'ai 4 000 bruts, il me reste 180 euros en pouvoir d'achat. Donc, vous voyez l'aspect confiscatoire à la fois des impôts, directs, indirects, et en même temps de l'inflation. Et je vous ai dit que l'inflation allait redémarrer et que ça allait être une véritable euthanasie de l'épargnant. Par contre, pour l'État, c'est vrai qu'avec la dette qu'il a accumulée, c'est une très bonne nouvelle, parce que l'inflation va diminuer, va rogner de manière importante le coût de la dette. Règle 8. Eh bien, il faut apprendre à calculer le rendement par le taux de rendement interne. Je vais vous prendre deux petits exemples très simples. Vous investissez les deux mêmes sommes, 100 000 euros dans l'option 1 sur un actif et 100 000 euros dans un second actif. Vous mettez dans le premier cas 100 000 euros tout de suite investis, dans le deuxième 10 000 euros pendant 10 ans.
Donc, on est d'accord que je n'ai investi que 10 000 la première année, 10 000 la seconde, etc. Eh bien, au capital final, j'ai la même somme, 150 000. Je me suis enrichi de la même somme, sauf qu'avec les effets du TRI, c'est des maths financières. Là, j'ai un rendement de 4,14. Là, j'ai un rendement de 8,73. Pour peu que mes 10 000 euros que je n'ai pas investis chaque année, je les place encore ailleurs en attendant de les réinvestir, même à des taux faibles, j'augmente encore ce taux de rendement. Par une démarche toute simple. Alors, on peut complexifier encore les choses, mais le taux de rendement interne, c'est ce qu'on utilise comme technique pour calculer le véritable rendement de tous vos actifs. Règle 9, c'est intégrer la gestion des emprunts et du passif dans vos stratégies. Plus vous allez faire des emprunts, attention, avec un taux net positif. Il ne faut pas que je le répète, il ne faut pas que votre rendement net de charges et de fiscalité et d'inflation soit inférieur au coût de la dette. Sinon, vous allez être en appauvrissement. Si on est sur un taux d'emprunt inférieur au rendement net de l'actif, ben on s'aperçoit qu'avec un emprunt sur 15 ans, à somme égale, à somme investie, pardon, là j'aurai 100 000 et 150 000 à terme. Si je fais mes 100 000 financés cash, j'aurai un TRI de 2,74. Si mes 100 000 sont financés à crédit avec la même somme à terme, j'ai un TRI supérieur d'environ 50%. D'accord? Donc l'effet de levier du financement, attention quand même, il faut utiliser les bonnes techniques financières et de financement. Règle 10. Chaque actif que vous détenez, il va falloir choisir le bon mode de détention. Et c'est là où le juridique vous rejoint à nouveau au-delà du droit de la famille, du droit des sociétés, parce que pour choisir les bonnes enveloppes juridiques, c'est ce qu'on appelle souvent des sociétés patrimoniales, on l'utilise très souvent. On va utiliser l'ensemble des ressources du Code civil, du Code des assurances, de la comptabilité et du Code général des impôts. Donc ça veut dire que lorsque on veut optimiser, on souhaite optimiser son patrimoine, on va utiliser le juridique, l'économique, le fiscal, la compta et la protection sociale. Et tout ça en même temps sur les mêmes actifs avec du juridique. Vous comprenez pourquoi? Dans nos sachants, aujourd'hui, on a des experts juristes, anciens notaires diplômés, chacun spécialisé dans son domaine, pour justement se compléter, faire en sorte qu'au travers des enveloppes juridiques que l'on va créer, ben vous soyez mieux protégé, il y ait moins de fiscalité, vous transmettez mieux, vous protégez le conjoint, etc. Le mode de détention, c'est un processus qui va permettre de choisir des enveloppes juridiques, c'est bien une enveloppe qui va envelopper vos actifs, et d'en déterminer les composants, c'est-à-dire quels actifs je veux mettre à l'intérieur afin d'atteindre vos objectifs. Et quand on fait une mixité juridique plus actif, je vous garantis que c'est un petit cocktail qui est assez, il n'est pas explosif, mais c'est plus que sympathique. La diversification, on vous dit toujours qu'il faut diversifier. Oui, je confirme. Mais il faut faire une diversification stratégique. Et c'est là où c'est plus compliqué. Parce que cette diversification stratégique va tenir compte des règles civiles et de votre situation civile, des règles fiscales et de vos situations fiscales, des règles économiques et de vos actifs et du choix des actifs et de la protection sociale. Donc elle est stratégique, elle ne se fait pas n'importe comment, à n'importe quel moment. Et c'est essentiel dans le processus de performance pour demain. La règle numéro 11, la dernière, importante, il faut vous apprendre, et c'est ce que l'on fait, à gérer, à créer et à gérer un portefeuille immobilier au même titre que l'on va créer et gérer un portefeuille immobilier. C'est une leçon que vous n'avez pas l'habitude d'entendre. Nous, on fait ça depuis des années. C'est important parce que vous allez diluer les risques. Lorsque vous achetez un appartement, vous achetez un risque à 100%. Le risque locataire, le risque valeur, le risque crédit, le risque juridique, le risque fiscal, etc. Lorsque vous allez investir dans un portefeuille immobilier, et SCPI ou autre, hein, il n'y a pas que ça sur la planète immobilière, on va diversifier les risques sur les marchés, les zones géographiques, sur la manière de le détenir et la manière et l'enveloppe juridique dans laquelle je vais le loger. Je vous ai pris quelques exemples. L'ingénierie patrimoniale permet de loger l'immobilier. Alors, on peut faire des SCPI, on peut faire de l'immobilier neuf, de l'immobilier meublé, de l'immobilier démembré, on peut le mettre dans des SCI à l'IR, des SCI à l'IS, on peut démembrer les parts de SCI, on peut démembrer les actifs dans la SCI, on peut faire des SRL de famille, notamment pour le meublé, on peut faire des OPCI, on peut faire de l'immobilier dans l'assurance vie. Des fois, ça peut être assez dangereux, mais ça, on vous l'expliquera. Ça peut être de l'immobilier dans des PEA, de l'immobilier non coté ou de l'immobilier coté à voir. On peut faire du démembrement de propriété sur de l'immobilier en direct ou sur des parts. On peut faire de l'immobilier en viager, soit en direct, soit
de cas de fonds financiers ou de sociétés collectives. On peut faire de l'immobilier dans des fonds d'investissement de proximité et de l'immobilier dans des fonds structurés, etc., etc. Donc, vous voyez que l'immobilier, on peut investir dans cette classe d'actifs autrement et aller chercher plus de performance au sein d'un portefeuille diversifié. Vous l'avez certainement compris que optimiser votre épargne, c'est maîtriser d'abord la valeur d'achat. Donc les pertes, n'oubliez pas, se réalisent lorsque vous achetez trop cher, donc investir au plus bas. Avoir une lisibilité des flux, un rendement maîtrisé, une fiscalité amoindrie. Et ça passera par le mode de détention adapté, l'enveloppe juridique. Donc, il faut les trois. Il faut que vous ayez à la fois le point 1, le point 2, le point 3. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les trois réunis. Et c'est là où on va travailler avec vous pour faire avancer votre réflexion vers cette finalité. Donc ça, on l'a dit. La conclusion, c'est que pour l'investisseur, n'oubliez pas que le risque peut être géré. On les connaît, les risques. Le rendement sera toujours subi. Les pertes se réalisent lorsque vous achetez trop cher et l'investisseur, et c'est vous, vous devez vous investir avant d'investir. Alors, si vous écoutez cette conférence, c'est le premier investissement que vous allez faire. Et le deuxième investissement, c'est passer beaucoup de temps avec nous parce que moins de temps vous passerez, plus vous prendrez de risques, moins votre patrimoine sera rentable, c'est une évidence. Et n'oubliez pas que ce qui était sans risque hier est devenu risqué. Une bulle, on est dans des bulles aujourd'hui, mais on ne sait pas quand elles vont exploser. Plus il y aura des liquidités avec les politiques monétaires, avec les politiques budgétaires du moment, les bulles n'éclateront pas tant qu'on aura ces soutiens-là. Donc profitons de la croissance de manière chirurgicale, une bulle n'étant définie comme telle qu'a posteriori, on sait qu'après, si la bulle était là parce qu'elle a explosé, les investisseurs se doivent d'appliquer avant tout acte d'investissement certaines règles de réflexion et de bonne gestion de leur patrimoine, un peu tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. L'optimisation plus, je vous l'ai dit, c'est le cumul du juridique, de l'économique, du fiscal et du social. C'est cette combinaison-là, de ces 4 boîtes à outils qui va vraiment permettre de construire votre patrimoine pour participer à votre cadre de vie. Je le rappelle, c'est la résidence principale, résidence secondaire et meubles meublants. Améliorer votre niveau de vie, donc c'est les ressources financières, et votre autonomie de vie juridique et financière pour toujours être en capacité de décider, pour ne pas laisser le juge décider pour vous lorsque vous n'avez plus toute votre tête, lorsque Alzheimer est là, etc. Et je vous garantis que lorsque le juge se mêle un petit peu de la partie, votre famille n'a plus de mots à dire. Donc, si on peut tout anticiper avant pour garder une harmonie familiale après, c'est bien mieux. Donc, vous l'avez compris, je me répète, on vous aide à comprendre avant d'agir, on évite les effets moutonniers, on vous évite de faire l'autruche et surtout, on prend de nouvelles orientations. Vous l'avez certainement compris, nous sommes réducteurs d'incertitudes parce que l'idée, c'est de vous apporter vraiment des certitudes. Pour finir, il me reste 2 minutes. Pour chaque situation, vous l'avez compris, il existera une solution quelle qu'elle soit, juridique, économique, fiscale, financière, sociale. Il faut simplement passer par les 3 filtres. On ne pourra pas faire, chez nous tout au moins, les vendeurs le font, hein, c'est ce qu'on appelle la vente produit, la vente besoin, ce que j'ai expliqué en préambule tout à l'heure. On ne peut pas faire d'intermédiation si on ne sait pas vous conseiller, si on n'a pas une vision globale, très pointue, très chirurgicale de toute votre situation et de tous vos objectifs sur le plan juridique, économique, fiscal, financier et social. Et puis l'intermédiation va permettre de créer l'enrichissement avec le juridique. Et derrière, on va vous suivre comme un médecin vous suivra. Si vous avez des mots MAUX médicaux, là, c'est des mots patrimoniaux. Vous l'avez compris aussi, toute crise et tout point de rupture constitue un terreau d'opportunité. Il faut savoir les saisir. On vous accompagne, on vous aide. Et aujourd'hui, vous l'avez bien sûr compris, investir autrement, c'est possible. On a une période relativement intéressante en ce moment et devant nous. Je vous invite vraiment à nous contacter. On est vraiment à votre disposition pour répondre à vos questions au cours d'un entretien individuel qui, je le rappelle, est exploratoire. Donc, s'il est exploratoire, il est gratuit parce qu'on n'apportera pas de valeur ajoutée. Ce qu'on apportera, c'est la détection de tous les points d'alerte pour que demain, on vous dise oui, il y a des pistes d'amélioration et on peut vous accompagner. Et après, c'est vous qui décidez. Merci pour votre écoute. Pour nous contacter, vous avez l'adresse qui apparaît. Vous avez le numéro de téléphone, CCIF étant la filiale dijonnaise, donc du groupe FIPA de Conseil. Et nous sommes, je le rappelle, basés à Dijon, à Besançon et à Reims. Merci pour votre écoute, à distance certes, et votre présence, votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer des mails ou à nous appeler. Je vous souhaite un bon salon virtuel, certes, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.